Salut Olivier, merci beaucoup d'être avec nous et de venir partager ton expérience. Donc Olivier, gros parcours en Asie, en Europe maintenant, en Europe avant aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots, voilà, qui t'es, d'où tu viens Ouais, avec plaisir. Alors, je vais le faire à l'envers, je vais pas partir de ma naissance jusqu'à maintenant parce que ça risque de prendre du temps. Là aujourd'hui, je suis en transition, mais mon dernier rôle, j'étais COO de Sell-in-Blue, qui est maintenant devenu Brevo, qui est un SaaS de marketing relationnel pour les petites et moyennes entreprises, qui est une très belle boîte, hein, c'est un Centaure, donc 100 millions de chiffre d'affaires, une boîte qui a maintenant un peu plus de 10 ans. Et avant ça, j'étais patron de LinkedIn en Asie, donc j'étais CEO en Asie de LinkedIn pendant 6 ans et j'ai bossé chez LinkedIn en Asie pendant 10 ans. Et puis avant ça, j'ai bossé pour le Wall Street Journal pendant longtemps, j'ai bossé pour ma propre agence dans le digital. Et j'ai démarré ma carrière dans le produit, dans ce qu'on appelait le brokerage en ligne à l'époque, dans une succursale du groupe BNP Paribas qui s'appelait Cortal. Donc, des rôles de produit, des rôles d'opération, des rôles de go-to-market, beaucoup, puis des rôles de general management depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Mais du coup, je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est le parcours hyper diversifié, toujours sur la deuxième partie du parcours axé autour du B2B SaaS, mais en passant par du produit. Tu mentionnes le Wall Street Journal, donc qui sur le papier n'a pas grand chose à voir avec un Sell-in-Blue ou un LinkedIn, même si on reste dans les médias sous certains aspects, mais... Ouais, bah écoute, et je pense que le chemin des ops, en fait, il s'appuie sur le fait que tu aies vu plusieurs modes d'opération dans plusieurs industries, dans plusieurs domaines, dans plusieurs géographies. Et après, en fait, ce que tu t'aperçois en travaillant dans des business différents, c'est qu'il y a une base commune, en fait. Il y a un besoin commun à définir la mission, la vision d'une entreprise, à définir les priorités de l'année à venir, à définir les projets qui vont s'aligner avec ces priorités et à définir des routines et des process et des métriques qui vont te permettre de voir si ce que tu as dit que tu allais faire et ce que tu fais sont en cohérence. Et pour moi, c'est ça le fond des opérations. Finalement, c'est de dire, au début, tu définis une ligne directrice pour les 12 mois à venir ou les 24 mois à venir, et après, tu définis un plan d'exécution, et puis après, il y a la vraie vie qui se met en place. Et le rôle des opérations, c'est d'être en permanence en train de checker si ce que tu avais prévu et ce qui est en train de se passer sont alignés, et de décider s'il faut rapprocher à nouveau ce qui se passe de ce que tu avais prévu, ou s'il faut accepter de dériver, parce que la dérive, finalement, elle s'appuie sur un rationnel qui est nécessaire et qui est mieux que ce que tu avais pensé faire au début. Donc il faut cette flexibilité. Je pense que c'est ce qui m'a amené dans ce rôle de CEO et dans ces rôles d'opération ou de go-to-market, c'est que finalement, plus tu as vu de choses, plus tu es capable de définir et de retrouver des squelettes communs et des process communs, et de te dire, en fait, un business, quelle que soit l'industrie, quel que soit il y a plein de fondamentaux qu'il faut accepter de mettre en place, il y a des routines qu'il faut accepter de mettre en place, et ça fait partie finalement du rôle d'opération. Donc je pense que la diversité du parcours est un des moyens, je pense que le meilleur moyen d'arriver en ops, c'est de faire plein de jobs différents dans une entreprise. Encore une fois, dans plusieurs entreprises. Il y a un élément qui est clé, je pense, dans ce que tu évoques là. Tu as des éléments de diversité du parcours, de voir plein de choses pour être capable d'extraire des patterns. En réalité, si je reformule un petit peu, et de monter un niveau d'abstraction au-dessus par rapport à ce que fait le business dans lequel tu es à l'instant T, pour au final occuper ce rôle de j'aligne la réalité avec des attentes et je suis un enabler, je fais en sorte que les choses puissent avoir lieu. Il y a un élément vraiment dans ton expérience qui ressort par rapport aux autres et où tu te dis ça c'est le truc, où quel que soit le business, quel que soit le setup, en fait c'est l'élément qui est la clé de voûte de la capacité d'une boîte à avancer le plus vite possible et le plus fort possible. Alors il y a plusieurs choses. Je pense que le plus essentiel, et ce que j'ai vu moi créer le plus de valeur, c'est cette notion de gestion des priorités. Parce qu'en fait il y a une chose qu'il faut reconnaître dès le départ dans toute boîte, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses ressources, c'est qu'on vit dans un monde fini. Et que donc ta capacité à par exemple à créer de l'engineering throughput ou d'avoir des ingénieurs qui vont créer du code, elle est limitée par ta capacité à embaucher des ingénieurs, à les onboarder et à les rendre productifs à une certaine vitesse. Même si tu as levé 500 millions, tu vas pas pouvoir embaucher 10 000 ingénieurs cette année. Tu vois, tu as une capacité, tu as ton équipe talent acquisition, tu as le pipeline, tu as le temps que ça va te prendre pour les onboarder, tu as le temps que ça va te prendre pour les amener à maturité et à productivité. Donc à un moment donné, la réalité d'une entreprise et d'une startup, c'est de se dire, ok, j'ai un certain nombre de ressources à ma disposition qui vont
croître à un certain rythme. Et donc ce monde étant fini, il faut que je définisse comment je vais utiliser ces ressources. Donc la notion de priorité, pour moi, c'est la notion la plus forte parce que c'est là où tu t'assures que tu diriges ton énergie et tes ressources là où elles seront le plus utiles. Donc ça démarre avec plusieurs choses, ça démarre avec une vision, avec un plan, tu vois, de dire qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif, notre vision, notre mission, et après c'est quoi nos objectifs de cette année. Ensuite, quels sont les projets qu'on va aligner à ces objectifs? Et puis ensuite, tu rentres dans une phase de choix, de dire qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va pas faire. Parce que la réalité, c'est que le truc le plus important à faire, c'est pas seulement de dire ce qu'on va faire et d'apporter de la clarté aux équipes sur ce qu'on va faire, c'est aussi d'apporter de la clarté sur ce qu'on va pas faire. Et d'être très clair sur le fait qu'on va pas faire ça et qu'on va pas faire ça et qu'on va pas faire ça. Parce que quand une équipe grandit, elle devient assez organique et t'as beau dire aux gens la priorité c'est 1, 2, 3, le mec il se dit ouais mais moi j'ai 4 et 5 que j'aime bien faire et puis qui sont là et puis il faut le faire et ils vont le faire. Ils vont faire avancer des choses qui sont pas sur 1, 2, 3. Et donc il faut que tu aies les process en place pour leur dire bah non on a dit qu'on faisait pas. Et si tu leur as dit les priorités c'est 1, 2, 3, tu leur as pas dit 4, 5 on le fait pas. C'est pas la même chose. Dire les priorités c'est 1, 2, 3, ils disent bah ouais il y a des gens qui bossent sur 1, 2, 3, c'est hyper important, je suis conscient que c'est important. Mais moi je fais 4, 5 parce que j'aime bien, ça me fait marrer. C'est quelque chose que je sais faire, je pense que je peux avoir un impact et je pense que ça va être reconnu. Alors que quand tu leur dis on fait pas 4-5, là ils sont obligés de dire bah, comment je fais pour aider 1, 2, 3. Bah parce que t'as aussi, je pense, cette espèce de notion de... c'est un peu top-down souvent, la décision de on fait 1, 2, 3. Mais donc du coup, si comme tu le dis, il n'y a pas la verbalisation, la formalisation de... 4 et 5, c'est dead. Alors la réalité, c'est que tu dis on va faire 1, 2, 3, tu fais un petit peu de 4, 5, mais tu veux surtout pas qu'ils fassent 6, 7, 8. Tu vois, parce que là, tu rentres vraiment dans les trucs dans la granularité. Qui n'ont pas d'impact à court terme et donc qui te consomment des ressources, parce que tu le veuilles ou non, la personne dit ouais non mais il n'y a que moi qui travaille là-dessus, mais à un moment donné, il va aller voir un product marketer et puis il va se dire bah oui maintenant il faut qu'on fasse un bêta ou qu'on teste, qu'on fasse du QA, qu'on fasse ceci, et tout d'un coup, d'une personne qui faisait un truc, tu te retrouves avec 10 personnes qui ont du temps consumé par ce projet qui finalement pas dans la liste principale. Donc cette clarté sur quelles sont nos priorités, quels sont les projets qu'on veut faire et quels sont les projets qu'on ne veut pas faire, à mon avis, c'est le nerf de la guerre. Puis le deuxième nerf de la guerre, c'est la culture de l'entreprise. C'est quoi le logiciel de fonctionnement, comment on fonctionne ensemble. Et là, pour moi, il y a des principes qui sont hyper importants, et notamment un principe de transparence, si tu veux, de dire aux gens, les priorités c'est 1, 2, 3, c'est très bien. De leur dire pourquoi c'est 1, 2, 3, c'est encore plus important. Parce que, évidemment, quand tu fais des choix, donc tu reviens dans ce monde fini, et tu dis on va faire 1, 2, 3, ça veut dire que dans tes équipes, tu as des gens qui vont être là, ah zut, moi je voulais faire 4, 5, parce que moi je pense que dans l'univers dans lequel je suis, 4-5 c'est hyper important et que ça va soulager mes équipes, que ça va apporter de la valeur aux clients. Et ils ont raison, ils n'ont pas inventé des problèmes, c'est des vrais problèmes qu'ils ont. Ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est pourquoi les problèmes qu'ils ont identifiés, certes, sont réels, mais sont moins importants que le problème 1, le problème 2, le problème 3. Et peut-être qu'à un moment donné, hop, ils vont monter d'un étage et ils vont être dans le 3, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais qu'à l'instant T, il y a une raison pour laquelle on a choisi 1, 2, 3 et pas 4, 5. Et moi, mon expérience, c'est que souvent, on dit aux gens, les priorités c'est 1, 2, 3. On leur explique pas pourquoi. Donc tu as un peu d'écho et donc tu as un peu de 4-5, un peu de 6-7-8 qui se font parce qu'il y a une forme de frustration à laquelle ils répondent des équipes et parce qu'on leur a pas dit pourquoi. Donc je pense que quand tu crées une culture de transparence, c'est créer une vision, créer une narrative, donner des priorités, expliquer ces priorités, expliquer le pourquoi. Et comme tu travailles en général avec des gens qui sont intelligents, quand tu leur dis pourquoi, ils comprennent et leur expliquer que c'est pas les désavouer que de ne pas faire 4-5, c'est faire ton job en fait. Ton job de leader, c'est de prendre des décisions et de faire des arbitrages qui peuvent être discutés, mais il y a un moment donné, pour moi il y a un principe de disagree and commit, tu vois. Moi j'ai des gens avec qui j'ai des conversations assez longues qui m'ont dit moi mais je suis pas d'accord avec ton 1, 2, 3, je pense que 4 est plus important, parce qu'ils viennent d'un angle bien particulier qui est la partie du business. Et à un moment donné tu vas dire je comprends, mais voilà on a pris une décision et j'ai besoin que tu joues ton rôle. Moi j'ai une narrative que j'aime beaucoup, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Fred Kaufman qui est un coach américain extraordinaire et qui a coaché chez Google, chez LinkedIn, qui était le mentor de Jeff Weiner chez LinkedIn. Et il avait une métaphore pour ça que je trouve très bonne. Il disait quel est le rôle du gardien de but dans une équipe de foot. Et à ça, la plupart des gens répondent arrêter les tirs de l'équipe adverse. Arrêter les buts. Et lui, il te dit non. Il te dit le rôle d'un gardien de but dans une équipe de foot, c'est de faire gagner son équipe. Et donc certes, arrêter des buts, ça aide à faire gagner son équipe, mais tu ne gagnes que si ton équipe marque plus de buts que l'autre. Donc si le gardien de but fait en sorte qu'il y ait plus de buts de marqués et qu'il en ait pris moins, il a aidé l'équipe. Et là, si tu veux, quand on revient à cette logique de
4, 5, 6. Le gars qui voulait faire 4, 5, il faut qu'il comprenne que son rôle, c'est pas juste de régler les problèmes dans le service dont il a la responsabilité, dans le département dont il a la responsabilité, c'est de faire gagner l'entreprise. Et que pour faire gagner l'entreprise, il faut du focus et qu'il faut faire 1, 2, 3. Et donc c'est le gardien de but qui certes va arrêter des buts, mais avec cette idée en permanence de je suis là pour faire gagner l'équipe, je suis pas là pour moi briller en faisant des arrêts magnifiques. Souvent les deux sont liés, mais il y a une certaine subtilité à accepter que ton rôle est de faire gagner ton équipe et donc de faire gagner l'entreprise dans laquelle tu es et pas juste de résoudre les problèmes qui sont pressants pour toi. Parce que ça c'est très humain, tu es dans une entreprise, tu es dans un département, tu es exposé à des clients, à des employés, à des besoins, à des prestataires qui eux t'expliquent les problèmes qu'ils ont. Mais est-ce que ces problèmes sont plus importants, moins importants que d'autres problèmes qu'il y a dans l'entreprise? C'est là où le rôle des opérations pour moi c'est ça, c'est de mettre un peu tout à plat et de dire bah voilà, sur une échelle, une matrice important, urgent, on a des choses qui sont importantes et urgentes, on a des choses qui sont pas très importantes et qui semblent urgentes, mais bon voilà, on a des choses qui sont pas importantes, pas urgentes, donc là il faut les mettre tout en bas de la liste. Peut-être qu'un jour ils vont monter en gamme et qu'ils vont devenir importants et urgents parce qu'il va se passer un certain nombre de choses, tu vois, dans l'histoire de l'entreprise. Mais à l'instant T, tu es bien obligé de faire cet arbitrage et donc on revient à cette logique qui est la logique d'un monde fini et qui est la logique de ressources finies et qui consiste à dire bah, la meilleure manière dont tu puisses créer de l'impact dans une entreprise, c'est en faisant les bons arbitrages et en faisant les bons choix. Et le rôle des opérations pour moi, c'est d'apporter l'insight, la data, l'information à un leadership group pour que ce groupe puisse prendre les décisions de quels sont les 1, 2, 3 de l'entreprise pour les 6 mois à venir ou pour les 12 mois à venir selon la vélocité de l'entreprise et de s'assurer en mettant en place les métriques qui vont bien, et les métriques changent dans le temps, mais à un instant T, les bons métriques sont ceux qui sont connectés à 1, 2, 3, et en mettant en place des routines pour régulièrement prendre un checkpoint et dire bah, est-ce que 1 avance? Parce que si 3 avance, 2 avance, mais 1 avance pas du tout, si 1 il est 1, c'est qu'a priori il est un peu important. Et donc si ce train-là va pas arriver à l'heure, ça va sans doute avoir un impact sur 2 et peut-être sur d'autres choses qui sont un peu plus bas dans la liste. Et donc de confronter la théorie à la réalité et d'être en mesure de dire bon bah en fait on n'a pas mis assez de ressources là, ou on a dit que c'était une priorité, mais cette priorité n'a pas été comprise par l'entreprise. Donc il faut qu'on réexplique le pourquoi, qu'on réexplique le comment et qu'on revienne à nos fondamentaux de faire en sorte que 1 soit un véritable focus pour l'entreprise. Et pour moi, les ops, c'est ça. En gros, tu vois, c'est ma définition à moi de la meilleure manière qu'un patron d'opération ou qu'un CEO ou puisse aider l'entreprise dans laquelle il est. Hyper clair, merci beaucoup. Moi, il y a un truc que ça m'évoque tout de suite là, c'est ce rôle de Monsieur Non, au final, qui ressort énormément parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est 1000 fois plus important de dire non que de dire oui, que c'est comme ça que tu avances de la manière la plus efficace possible. Mais du coup, ce que j'entends qui est intéressant, c'est ce rôle de Monsieur Non, il faut qu'il soit assumé. Ouais, il faut qu'il soit assumé, il faut surtout qu'il soit expliqué. Et c'est le point que je trouve hyper intéressant, qui est que ce qu'on entend un peu dans ton discours, c'est que c'est l'élément clé, mais qu'il peut pas venir tout seul. Sinon, il est hyper top-down, source de frustration, d'incompréhension, c'est usant pour les équipes et ils voient pas où ils vont, ils savent pas pourquoi et du coup, il vient mécaniquement avec ce que moi j'appelle la vraie transparence, qui est de faire l'effort d'expliquer, de contextualiser, de donner de l'information, à contrario de ce qu'on pourrait appeler la fausse transparence qui a eu le vent en poupe pendant très longtemps, qui consistait à mettre 3 chiffres sur un dashboard et à dire on est transparent dans la boîte. Mais du coup, comment en gros, quelle proportion de ton temps ça occupe, ce travail d'évangélisation du pourquoi on dit non, et est-ce qu'il y a une méthode un petit peu, une sauce secrète ou... Ah oui, le risque c'est de te consumer en expliquant individuellement à 700 personnes dans une boîte pourquoi tu dis non à ci et pourquoi tu dis non à ça. Et donc en fait c'est pour ça que je parlais de narrative à un moment donné. Il y a un moment donné quand tu construis ton plan, il y a un moment donné il faut que tu te présentes à l'entreprise et que tu expliques à tout le monde en même temps les choix qui ont été faits et pourquoi ils ont été faits. Et donc c'est une communication générale, c'est un town hall, un all hands, tu vois, avec toute l'équipe. Et tu mets en situation les arbitrages et la complexité de certains arbitrages. Je veux dire, on avait le choix entre ça et on a choisi ça et voilà le pourquoi. Et on espère que vous le comprenez. Et puis après, tu vas pouvoir aller one-on-one avec certaines personnes, creuser un peu plus dans des sujets qui leur tiennent un peu plus à cœur, etc. Mais tu leur as donné le logiciel et tu leur as dit, cette année, c'est l'année de ça. Et c'est l'année de ça parce que on a observé ça, ça et ça, et qu'on veut bouger telle et telle et telle métrique. Et on a besoin de vous, que vous soyez au but, avant-centre ou ailier, d'aider à ce qu'on gagne ce match. Et donc je pense que
le risque, c'est de fragmenter la narrative et d'expliquer à chaque département, au marketing, machin, nan, nan. Donc en gros, je pense qu'il y a une première narrative qui est une narrative all hands Global. à l'entreprise. Et puis ensuite, tu as le rôle des chiefs, ton CMO, ton CRO, etc. Eux, il faut qu'ils fassent leur petite version des priorités qui sont les leurs et qui doivent s'imbriquer, tout ça. Et leur version des arbitrages, des sous-arbitrages qu'on fait, qui sont donc plus proches des équipes. Et donc tu as une phase au début où tu as la vision de l'entreprise, et puis tu as les sous-ensembles des visions marketing, sales, customer care, HR, talent, R&D, tech, où chacun des chiefs va dire voilà, au service de ces priorités qui ont été définies et de cette narrative dont on vient de parler, nous on a défini ces sous-priorités qui, comme vous le voyez, sont alignés avec les métriques et les décisions qu'on a prises. Et donc on a fait nos propres arbitrages qui sont plus proches de vos réalités. Et ça veut dire ça, ça et ça. Et le pourquoi, c'est ça. Et puis après, l'autre sujet, c'est que si tu as impliqué, alors moi je crois beaucoup en l'intelligence collective, et donc si tu as impliqué dans la création de ce plan, dans les arbitrages de ce plan, je dirais que moi j'appelle une senior leadership team, donc le top 6-7% de ta boîte. Donc si tu vois, si tu es une boîte de 700 personnes, on va dire 25-30 personnes, qui sont les gens qui opérationnalisent, donc qui sont peut-être pas ops, mais leur rôle c'est d'opérationnaliser d'un point de vue sales, d'opérationnaliser d'un point de vue marketing, d'opérationnaliser des décisions qui ont été prises. Eux, tu vois, il faut qu'ils soient capables de montrer qu'ils ont fait cet exercice, de prendre des décisions, d'aligner ça et de faire des arbitrages. Et ces arbitrages deviennent de plus en plus proches de la réalité d'un product manager, d'un développeur, d'un sales, d'un marketeur, et ce qui permet aux gens de comprendre. Et surtout quand l'équipe vient les voir, elle leur dit mais pourquoi cette décision a été prise, au lieu de dire bah écoute, j'en sais pas plus que toi, je l'ai appris en même temps que toi à Rollins, ils disent bah oui, j'ai fait partie du process et on a dû faire des choix parce que on a que 10 doigts sur nos deux mains, on a que tu vois tant d'heures, tant de jours dans une année, et que si on pouvait faire 20 trucs, on adorerait les faire, mais en fait la réalité c'est que cette année on peut en faire 4, et donc c'est ces 4 là, et voilà le pourquoi, comme tu l'as entendu. Et là c'est imparfait, ce que je te décris, c'est un monde évidemment un peu utopique. Le rôle des ops, c'est de se rapprocher le plus de ce truc. Pour moi c'est une aspiration. En vrai, la manière dont je veux le présenter et dont je veux que ce soit entendu, c'est pas, je suis pas en train de donner une leçon en disant moi partout où je passe tout est au cordeau, il y a 1 millimètre entre le plan. Non, il y a des dérives partout, je gère des galères et on gère des galères, on s'aperçoit qu'on s'est trompé sur certains arbitrages, donc il faut faire des réassessments, etc. Et c'est pour ça que tu fais des QBR, c'est pour ça que tu vérifies si l'alignement se fait comme tu avais prévu, c'est pour ça que tu peux changer les priorités en cours d'année. Enfin, tu vois, il faut avoir cette flexibilité, faut pas être non plus obtus et obstiné. Si tu t'es trompé, tu t'es trompé. Mais tout ça, ça demande de la transparence et de l'explication et du pourquoi. Et en fait, les gens sont très résilients, sont capables d'absorber beaucoup de changements, beaucoup de virages à droite, de virages à gauche, tant qu'on n'insulte pas leur intelligence et qu'on prend le temps de leur expliquer le pourquoi. Quand tu leur dis bah voilà la situation dans laquelle j'ai été, voilà la décision que j'ai eu à prendre, j'avais tel et tel choix, j'ai vu telle et telle métrique, j'ai reçu telle et telle information, on a gagné tel client, on a perdu tel client, à partir de ça, on a fait un peu, tu vois, on a essayé de comprendre, et notre instinct, plus la data, plus l'insight, plus ça, nous a amené une décision qui est celle-là. Donc voilà mon process, voilà le rationnel derrière ça. Faut que j'ai d'être d'accord, mais au moins tu comprends ce qui s'est passé dans ta tête. T'es pas sur un produit fini qui est la décision c'est ça, et puis commit, vas-y fais-le parce que je te dis que c'est le bon truc. Il y a beaucoup de leaders qui disent pourquoi parce que je te dis que c'est le truc qu'il faut faire. Ça scale pas beaucoup. À un moment donné, tu vas perdre tes équipes, tu vas perdre leur engagement, ils vont pas savoir à quoi ils servent dans l'entreprise, ils vont pas savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, et là ça devient un petit peu gênant parce que tu perds en productivité en fait. Du coup, je rebondis directement sur 2 notions là que tu mentionnes que je trouve hyper intéressantes, qui sont cette espèce de vérification constante de l'évolution du plan qui en conditionne derrière ta capacité et ta volonté d'être adaptable à tout moment, si soit les événements, soit d'autres facteurs changent et font que il faut changer de plan. Ah oui, tu vois, le Covid arrive, ton plan était sympa, mais il faut le repenser. Voilà. Alors là, je suis sur un exemple ultra extrême, évidemment, d'un truc mais récent et qui a marqué tout le monde. Et puis tu as des choses plus simples où tu avais défini une cible de clients plus gros en disant voilà, j'ai envie de monter en gamme, faut qu'on ait un ARPA plus élevé, donc on cible des clients différents. Et puis tu mets en place ta machine marketing, ton acquisition, tes équipes, et puis tout d'un coup tu t'aperçois que tu mets 9 mois à closer un deal et que tu avais prévu de faire 25 deals cette année et qu'en un trimestre tu en as fait 2 et que donc si tu tires la ligne, tu vas en faire 8 cette année, ça va pas aller. Donc là, ce serait une bêtise que de pas apprendre, de se dire ah bah là on est sur des cycles beaucoup plus longs que ce qu'on avait envisagé. Pourquoi ? Peut-être qu'on essaye de vendre une solution qui est pas prête à un client, peut-être qu'on essaye
essaye de vendre à un client une value propre qui est trop complexe et donc évidemment si lui il a besoin de 6 mois, c'est qu'il a besoin de 6 mois, tu vois, il y a un moment donné, c'est que je suis pas capable d'apporter les réponses qui prennent une décision plus rapide. Et donc comment je trouve mon sweet spot customer et comment je vais me positionner sur des clients où je vais avoir un cycle de deal qui va être plus approprié et plus associé à ce que j'avais planifié au début. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie marketing, de go-to-market, de formation des équipes, etc. Donc évidemment, tu es obligé de corriger en cours, mais ça c'est la vie et les gens sont capables de le comprendre. Si tu leur expliques, tu leur dis, bah voilà, on avait prévu que, et il se passe ça. Oui, au final. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'acharner, peut-être ça peut être une solution, dans certains cas c'est la bonne, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas loin, que ça va passer, qu'il manque pas grand-chose, etc. Ou la marche est vraiment haute, et donc on revient à des fondamentaux, et on revient sur des clients qu'on connaît mieux, qu'on comprend mieux, et pour lesquels on sait qu'on crée une valeur qui est plus claire. Le temps de aménager ta roadmap produit, le temps de former tes commerciaux différemment, le temps de construire un process d'opération plus efficace pour amener tes clients à maturité. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais il y a des choses que tu peux avoir loupées. C'est pas grave, il faut juste le mesurer, le réaliser et ajuster en fait. Tu as la fusée qui va sur la lune, quoi. Un degré par là, un degré par là, un degré par là, un degré par là, puis finalement t'arrives. On finit par y arriver. Voilà. Il y a un truc que je trouve super intéressant et ça me fait penser directement à un sujet, c'est, donc voilà, là on parle de comment on ajuste le plan au fur et à mesure. Il y a un sous-jacent, je pense, à cette capacité à ajuster le plan qui est tes équipes Ops d'une certaine façon, qui sont un peu l'espèce de courroie de transmission qui est d'un côté distribue l'information de manière intelligente et intelligible le long de la chaîne, mais aussi vers le haut pour que tu sois en capacité d'avoir le pouls de la boîte un petit peu presque à tout moment. Et du coup, comment est-ce qu'on structure, comment on implémente cette équipe Ops pour que ça soit une courroie de transmission qui fonctionne, qui soit acceptée vers le haut comme vers le bas. Ouais, alors ça c'est un sujet compliqué parce que finalement, tes équipes Ops, elles peuvent être un vecteur de rigidité et de frustration. Et puis si tu leur dis pas, tu vois, au débat, tu leur dis votre job c'est de faire en sorte qu'on fasse le plan comme on a prévu de le faire. Puis après tu leur dis, bah en fait, votre job c'est de comprendre l'insight pour qu'on puisse ajuster le plan si jamais on a besoin d'ajuster le plan. Donc tu vois, tu as une rigueur qui est un peu risquée. Si tu mets trop de rigueur et trop de process, surtout un statut de startup ou de scale-up, à mon avis, tu crées plus de problèmes que de valeur. Donc il faut qu'il y ait toujours ce mindset de flexibilité, de se dire, ok, t'es pas juste là pour faire appliquer la règle. Tu es là pour comprendre pourquoi la règle, tout d'un coup, on n'arrive pas à l'appliquer. Et si on n'arrive pas à l'appliquer, il faut comprendre le pourquoi derrière pour pouvoir voir si c'est parce qu'on a mis en règle une place qui n'est pas applicable ou c'est parce qu'il y a des process qui sont pas respectés, tu vois. Et parfois, c'est l'un ou l'autre. Donc le risque avec des profils Ops trop carrés, c'est d'avoir des gens qui sont dogmatiques, en fait, et qui disent, bah non, il faut faire comme ça, il n'y a qu'une manière de le faire. Et là, tu crées des tensions qui sont vraiment difficiles, et ton équipe Ops, elle reçoit pas beaucoup d'amour, et elle en donne pas beaucoup. Moi, j'ai tendance à penser que j'aime les équipes Ops qui sont vraiment insérées dans les équipes, donc qui sont au service. Donc si tu as un marketing Ops, sa première équipe, c'est l'équipe marketing. Si tu as un Sales Ops, sa première équipe, c'est l'équipe Sales. Et si tu as, tu vois, différents Tech Ops, Product Ops, etc. Et puis après, il y a une seconde équipe qui est très importante parce que ces profils Ops, ils sont assez uniques. C'est souvent des anciens consultants, des gens qui sont passés par donc une certaine structure. Et donc, il y a très peu de gens comme eux dans l'équipe marketing, dans l'équipe Sales, dans l'équipe Customer Care, dans l'équipe Tech, dans l'équipe produit. Donc, ils n'ont pas beaucoup de gens sur lesquels s'identifier et donc c'est important après de créer une communauté Ops qui est animée par un CEO ou un Head of Operations mais qui est là pour faire en sorte que ces gens soient plugués dans les business et comprennent la réalité parce que sinon le risque d'une équipe Operations c'est d'avoir des théoriciens de la théorie tu vois, qui ne comprennent pas ce que font réellement les équipes et qui arrivent avec tu vois, une vision très structurée, plein de frameworks etc en disant bah attends c'est comme ça qu'il faut faire mais sans comprendre qu'il y a plein de contraintes opérationnelles, il y a plein de contraintes de système, qu'il y a des contraintes d'outils, etc. Et donc là, tu crées des tensions qui sont assez complexes. Donc moi, j'aime qu'il y ait un rôle Ops transverse dans chaque équipe majeure et que ce groupe devienne une communauté qui est animée et donc qu'ils puissent se nourrir les uns des autres des expériences qu'ils ont, qu'ils puissent s'aider en partageant des frameworks parce qu'ils ont vu des problématiques différentes, qu'ils puissent bosser ensemble sur des projets transverses qui implique le marketing, le sales et les opérations, et donc qui casse un peu les silos, parce que très rapidement, dans l'entreprise, tu te retrouves avec des projets monodisciplinaires,
plus l'entreprise grandit, moins il y en a. Oui. Très rapidement, tu te retrouves avec des projets transverses qui impliquent donc plusieurs parties de l'équipe, où la tech doit être impliquée, où le produit doit être impliqué, où le go-to-market doit être impliqué, où le marketing doit être en place, où tu as une équipe PMM. Et donc, tu as une espèce de mise en musique de tout ça. Donc moi, je crois pas mal à ça. Je crois pas mal à soit des anciens de la fonction, soit des anciens d'un univers plus core ops, donc anciens consultants, etc., mais que tu mets dans la fonction, et donc ils aident à gérer les métriques, les dashboards, la discipline de l'équipe, mais vraiment sous un angle, je suis là pour servir le marketing par exemple. Ouais. Et puis ensuite, ils viennent à la table ops et ils sont le représentant du marketing en disant et parfois, on prend le dashboard, on dit il y a un problème marketing, le coût d'acquisition il n'est pas à lieu d'être, et là cette personne elle dit oui, mais voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on s'est fait outbidder sur Google par 3 marques qui ont surinvesti, d'habitude on les voit pas, et puis là tout d'un coup, ils ont pris des positions qui sont bien plus élevées que d'habitude, ils ont dépensé beaucoup plus, ça nous a forcé à bider plus haut, ça a eu un impact sur notre CAC, et donc là tu dis ok, est-ce qu'on a pas un projet pour essayer de comprendre, est-ce qu'on veut continuer dans cette voie, ou est-ce qu'on veut trouver des alternatives d'un point de vue acquisition, parce que on va se retrouver dans une surenchère, tu vois. Donc j'aime assez, moi, cette idée d'opération qui est là pour dire, non mais il faut comprendre la réalité de c'est ça, et puis qui anticipe aussi avec les équipes marketing ou avec les équipes go-to-market, dire là les gars, on a un matrix qui est de travers, la question va m'être posée au meeting ops de cette semaine ou au COMEX de cette semaine, il faut qu'on réfléchisse ensemble à quelle est la réponse et quelle est notre proposition. Et donc ils arrivent en général avec des débuts de réponse à tes questions avant même que tu les aies posées, puisqu'ils sont déjà dans le process. Et surtout, ils agissent pas comme un créateur de rigidité à un moment où... Enfin, je pense pas qu'il y ait un moment dans la vie d'une entreprise, quelle que soit sa taille, où la rigidité soit un asset. Tu vois. Là, je pense qu'à tout moment, c'est plutôt un créateur de conflits et de tensions, etc. Et donc, pour moi, le rôle des ops, c'est aussi d'être capable de démontrer qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants et les raisons pour lesquelles, mais ils ont aussi l'honnêteté intellectuelle de dire on a un problème, on l'a identifié, on a réfléchi à comment le résoudre, et puis peut-être qu'on peut impliquer d'autres personnes pour nous aider à le résoudre s'il y a des dépendances. Mais au moins, il y a une forme d'honnêteté intellectuelle à dire oui, le problème on l'a vu, on l'a identifié, on en a parlé, on se casse un peu les dents dessus, ou on a une idée de solution, ou on a plusieurs idées de solution, et on est d'accord pour creuser. On a besoin d'une semaine, on a besoin de 2 jours, on a besoin de 4 jours pour creuser les pistes qu'on a identifiées. Alors, one way or the other, t'as un début de réponse. T'as une espèce de double conscience au niveau une conscience au niveau de l'équipe, qui est que cette personne, elle est là aussi pour... Encore une fois, dans un monde idéal, mais oui, tu vois, l'idée c'est que ça. Et en tout cas, quand tu identifies le problème, c'est aussi, même s'ils n'ont pas identifié le problème et que parfois le management de la boîte va avoir dans un dashboard et va dire pourquoi le coût d'acquisition a augmenté cette semaine, et puis ils seront passés à côté, ils l'auront pas vu. Mais leur réaction, c'est de dire ok, on prend le problème, on va bosser. La personne des opérations est un peu le coordinateur qui va collecter toute la data, qui va bosser avec les différents spécialistes et dire voilà notre explication, voilà notre réponse. Puis après le leadership va dire écoutez, on va poker un peu dans votre truc, je sais pas, là j'entends ce que vous dites, je comprends, il y a une forme de rationnel, mais quand même je suis pas sûr parce que telle data et telle data me disent un peu le contraire de ce que vous venez de dire. Donc ils repartent bosser, ils réfléchissent, et puis tu fais avancer en itérant comme ça. Et à un moment donné, il y a un exercice d'intelligence collective qui fait qu'on va dire, on va mettre le doigt sur le truc. Et on l'a mis ensemble, et on a identifié ce problème ensemble, et on l'a résolu ensemble. Et vu qu'ils sont véritablement embed dans l'équipe, presque qu'ils s'approprient l'expertise métier, au final, qui leur permet de faire le rôle de traduction Alors pour moi, c'est très important, dans les deux sens. Parce que l'alternative, c'est d'avoir des consultants internes qui sont dans une petite équipe et qui vont dans les business de tout le monde et qui appuient là où ça fait mal. Ouais, mais là tu comprends, il y a ça qui marche pas, mais là ça j'ai vu que ça marchait pas. Là. Et là, tu crées des tensions incroyables. Ils sont pas aimés en général. Ils sont pas beaucoup de copains, c'est pas très marrant d'être dans ces positions-là, c'est pas très marrant d'être de l'autre côté de ces interactions-là. Et à chaque fois, tu passes énormément de temps à leur expliquer oui, mais il y a une raison. Et la raison, elle peut être historique, elle peut être dans le code, elle peut être dans le process, elle peut être dans l'outil. Et parfois, il faut t'acceptes, enfin pas parfois, très souvent, il y a des imperfections que tu dois accepter. Et donc, si à chaque fois tu dois réexpliquer ces imperfections au mec qui vole en haut et qui est là pour identifier les problèmes, mais surtout pas pour les résoudre, c'est un problème. Alors que là, quand il est dans l'équipe, son rôle c'est d'identifier le problème, mais c'est aussi de le résoudre, et de le résoudre collectivement avec l'équipe dont il fait partie, et d'avoir un pool de ressources et une communauté ops sur laquelle il peut s'appuyer, qui peuvent lui donner accès à une data supplémentaire, à une opération downstream qui est impactée par
le problème qualité. Enfin, tu vois, il y a tout, Ouais, tout les est imbriqué. imbrications, elles sont infinies au final, c'est les poupées russes. Ouais, voilà. Il y en a toujours une Et autre à surtout, l'intérieur. c'est pas ton problème, c'est notre problème en fait. C'est notre problème et on doit le résoudre. Mais du coup, moi, ça m'amène à deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu animes cette communauté d'Ops, sachant que tu as toujours un petit peu, parce que bon, tu l'as mentionné, mais je pense qu'on est, on est entre grandes personnes, tu as toujours des conflits d'ego, des notions de qui finalement report chez qui, machin, etc. dans les boîtes. Et du coup, comment est-ce que tu animes cette communauté d'Ops sans forcément de lien de subordination direct? Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu fais en sorte de te prémunir contre l'Ops qui s'embed un niveau trop profondément. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Qui prend le parti de, exactement, de protéger qui l'équipe. s'approprie le truc de l'équipe, puisque ce que tu décris hyper bien, et ce sur quoi je suis assez d'accord, c'est qu'une des caractéristiques des Ops, c'est d'être un peu des éponges, d'être capable d'absorber beaucoup de connaissances, de compréhension, de process, de se fondre dans le décor, de vouloir au final faire marcher les choses, et du coup d'être toujours dans l'apprentissage. L'autre côté de cette pièce-là, c'est potentiellement se fondre dans le décor véritablement et perdre le recul qui est nécessaire pour être un vecteur de création de valeur. Ouais, alors les sujets de reporting line, ils sont complexes, mais au finish, si je prends par exemple chez Sendinblue, Brevo, ou tu vois, par exemple le marketing reportait chez moi, donc la CMO reportait chez moi, et la personne des ops avait une hardline chez moi et une dotted line chez la CMO. Donc au début, tu peux avoir un peu une action-réaction où le CMO va te dire pourquoi il te reporte à toi et pas à moi. Ça veut dire qu'on reporte tous les deux à la même personne alors qu'il y a évidemment une subordination, ils sont pas au même niveau. Fondamentalement, t'en as un qui est au COMEX et l'autre qui l'est pas. Donc là, t'as des dynamiques un peu de confiance en soi. Et là, c'est la clarté de la feuille de route. C'est là de dire, écoute, la job description, son boulot, ton premier boulot, c'est de te soutenir toi et d'aider toi et ton équipe à être successful. Mon boulot, c'est de m'assurer qu'il fait ça et aussi de créer une communauté pour que cette personne ait des perspectives de carrière. Donc se dire, je peux grandir dans différents jobs ops, je peux faire du marketing pendant 2 ans et puis après je peux aller apprendre un autre skill set au customer care par exemple. Et de créer une communauté pour que ces gens se sentent pas trop seuls et aient un sounding board, une personne avec qui bosser, que ce soit le CEO ou un head of operations ou que ce soit un de leurs collègues. Après, il y a un moment donné, c'est une relation de confiance. Moi, j'ai eu ces discussions avec différents membres du COMEX sur est-ce que c'est une dotted line, est-ce que c'est une hardline. Parfois, j'ai lâché, j'ai dit, tu sais quoi, ok, hardline chez toi, dotted line chez moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que ça avance, si c'est vraiment très très important pour toi. Dans d'autres circonstances, je l'ai pas fait, mais j'ai dit, fais-moi confiance. Tu vas voir que cette personne, sa première responsabilité, même si elle me reporte directement et qu'elle a une dotted line chez toi, finalement c'est toi qui définis ses objectifs de la manière la plus... tu vois, c'est ce sur quoi cette personne va travailler, c'est ce sur quoi tous les deux on va être d'accord, sur le fait que tu vois, on revient aux priorités, t'as défini ses priorités, on les a définies ensemble. À partir du moment où tu l'envoies pas sur le sujet numéro 5 alors qu'on avait dit que c'était 1, 2, 3, moi je vais pas intervenir, je vais te laisser driver ça. Et donc ça c'est dans le quotidien et dans la réalité que la personne s'aperçoit qu'en fait c'est une ressource, que c'est une ressource très utile, que c'est une ressource parfois un peu fourre-tout qui peut prendre plein de sujets qu'on sait pas à qui donner finalement au sein des équipes marketing ou au sein des équipes sales où tu as des experts et puis tout d'un coup tu te mets à avoir de plus en plus de choses transverses et tout d'un coup tu as ce profil dans ton équipe qui peut attraper des balles que personne n'est censé attraper donc elles vont pas tomber et là tout d'un coup cette personne se dit c'est quand même vachement bien d'avoir quelqu'un comme ça. C'est pas mal. Et donc tu leur montres que t'es là pour les rendre successful, tu vois, que t'es là pour que eux ils sortent de la situation avec des résultats qui sont des bons résultats et qui vont les mettre en valeur et la personne des ops et le chief en question. Et donc ça c'est un peu du cas par cas, faut essayer d'avoir un peu de structure et que ce soit un peu cohérent parce que si t'en as un qui reporte, l'autre qui reporte pas, l'autre qui machin, ça peut créer des opérations un peu complexes. Donc de temps en temps tu mets le pied sur certains sujets où tu dis bah non là voilà fais-moi confiance, on va le faire comme ça et puis on va revoir le truc dans 3 mois. Et si vraiment tu penses dans 3 mois que ça marche pas du tout et que tu reçois pas la valeur que tu prévoyais de recevoir de cette personne, tu vois là tu sors de la logique d'ego, elle me reporte, je te reporte. Et est-ce que la valeur dont tu as besoin a été créée et permet à tes équipes de réaliser ce que tu planifies de réaliser? Si cette conclusion est là, c'est que peu importe le reporting, ça fonctionne, tu reçois le service que tu as appelé de recevoir, tu as une personne qui répond à tes besoins et tu as une dynamique d'équipe qui tient la route et on enchaîne et ça devient plus un, et c'est plus un, ça devient un non-sujet. Un des rôles des ops, c'est de partir de l'objectif et de générer un plan dans lequel il y a des hypothèses qui tiennent la route.
si tu as 3 vendeurs qui en moyenne te rapportent 200 000 balles par an et que tu as un objectif de 2,5 millions, tu as un problème. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il faut corréler. Et le rôle des ops au tout début, c'est essentiellement ça, c'est de dire on a défini des objectifs, on a défini un plan par rapport à ces objectifs. Il y a évidemment du stretch un peu partout, mais est-ce que c'est du stretch acceptable ou est-ce que c'est du wishful thinking et on sait qu'on va pas le faire avant même de l'avoir fait? Et c'est très dur de motiver une équipe sur des objectifs complètement irréalistes dès le départ. Donc je pense qu'au début, tu décides d'opérationnaliser des choses essentielles en fait. Et pour moi, c'est souvent le rôle du leader de la boîte dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, il peut dire sur la partie sales operation, créer les quotas des équipes, faire les hypothèses de pipeline, de close to one, pour arriver à un chiffre au finish où on se dit qu'on demande des choses réalistes aux équipes. Ça, tu peux embaucher un mec qui lui sait le faire et va te créer un beau fichier Excel où il dit voilà, ton équipe est tant de personnes, il fait tant, tu mets tant de temps pour embaucher un mec, tu mets tant de temps pour l'arriver là, donc en gros sur les 12 prochains mois il faut qu'on embauche 5 personnes, il faut qu'ils arrivent tous entre le mois de janvier et le mois de juin, 3 mois plus tard ils seront à productivité, donc en gros ils vont faire le chiffre moins 3 mois, moins 6 mois, moins 9 mois selon leur moment d'arrivée, donc au finish sur une fiscale janvier-décembre le chiffre réaliste c'est celui-là, et à partir de là tu dis si on veut stretcher ce chiffre, c'est quoi nos leviers? Embaucher plus rapidement, mettre en place un onboarding plus efficace, trouver un moyen d'augmenter la taille du deal moyen, enfin tu vois, tu joues avec tes hypothèses. Et je pense que une partie du rôle d'Ops, que ce soit BizOps, SalesOps, etc., c'est de confronter des objectifs à des hypothèses et de se dire ok, c'est des hypothèses certes pas simples, mais pas débiles, tu vois, pas complètement irréalistes. Et donc ça peut être des objectifs de revenus ou ça peut être des objectifs de delivery du produit, tu vois, de dire on va faire un POC ou on va faire un minimum tu vois, viable product, notre MVP, il faut qu'il soit lancé dans 3 mois par rapport à la roadmap, par rapport à ce qu'on veut dans le MVP, aux listes des features, hein, est-ce qu'on peut pas. C'est la même logique, tu vois. Là c'est des PM et des ingés qui vont spéquer et coder, et de l'autre côté c'est des vendeurs qui vont pipeliner et closer. Mais au finish, c'est un funnel, tu vois. Donc en fait, si je comprends bien, dans l'évolution en fait de ton fondeur, au début il a quand même un rôle très ops et au fur et à mesure il délègue jusqu'à avoir... Au début, c'est lui qui définit les chiffres et les hypothèses. Et puis au fur et à mesure que la boîte grossit, il y a un besoin de granularité dans les hypothèses qui est plus élevé. Et là, s'il fait que ça, il est trop dans le quotidien. Et donc, il faut qu'il se fasse aider par des gens qui vont aller plus vite que lui sur Excel, qui ont une certaine expérience, qui ont vu des quotas, tu vois, qui se connaissent, qui savent définir à peu près la productivité moyenne d'un ingé, d'un product manager. Pour dire, bon bah voilà, là on est dans les clous de ce que normalement on devrait pouvoir faire, ou là on est hors sol, et donc si on va le présenter à un VC ou à un investisseur ou même à nos employés, on va se faire reprendre de volets parce qu'il y a des hypothèses qui tiennent pas la route dans notre plan. Donc au fur et à mesure que tu avances en complexité, la complexité des hypothèses et des structures des hypothèses grandit, et c'est là où tu as des gens qui sont des opérateurs ou des patrons de business, tu vois. Je veux dire, au début, quand tu es le directeur marketing, tu es ops plus directeur marketing, tu vois. C'était un peu mon point au début de dire, pour être un bon opérateur, il faut avoir fait plein de choses dans plein d'entreprises. Enfin, idéalement, après, c'est comme tout, ça s'apprend quoi. Ta question qui était celle de quand tu as une personne DevOps qui est donc embeddée dans le produit, dans l'engineering ou dans le marketing et qui tout d'un coup devient un défenseur, tu vois, un Zorro pour son équipe et qui essaye de justifier tout, ça peut arriver, mais finalement, justement, comme tu as cette communauté Ops, ça s'autorégule un petit peu parce qu'à un moment donné, toi tu vas dire écoute, tu vas rationaliser le problème et tu as des gens autour de cette personne dans sa communauté qui vont lui dire écoute, là, tu es en train de défendre l'indéfendable, si tu veux. Donc, si tu es sur quelqu'un qui défend l'indéfendable devant l'éternel, ça marchera pas. Donc, c'est peut-être pas le bon métier pour cette personne. Si tu es sur quelqu'un qui, à un moment donné, a pris trop d'empathie et a voulu défendre son équipe, c'est plutôt sain, tu vois. À partir du moment où cette personne est capable de revenir sur Terre et d'aller retourner avec l'équipe et de dire bon, les gars, on a essayé, mais c'est pas passé. Et si on est un peu honnête intellectuellement avec nous-mêmes, c'est vrai que, tu vois, il y a des hypothèses qui sont sous-jacentes qu'on essaye de mettre en avant, qui sont un petit peu biaisés et qui sont un petit peu à notre avantage, on revoit notre copie, on revient et on trouve une solution. C'est rarement un vrai problème dans la durée, tu vois. Ça peut arriver à un moment donné parce qu'il y a un moment de passion, des gens qui ont bossé hyper dur sur un sujet et qui se mobilisent. Et ça, c'est plutôt cool, ça veut dire qu'elles sont impliquées, elles aiment ce qu'elles font. Ça veut dire que le greffon prend aussi. Voilà, et que la personne est vraiment dans l'équipe. Mais finalement, comme tu es dans des métiers quand même assez rationnels, tu peux assez rapidement ramener ça à des hypothèses un peu mathématiques et de dire écoute, ton machin il tient pas la route. Mais je comprends ce que tu es en train de me dire. Le message sous-jacent, c'est l'équipe en peut plus, on est tous au
overwork. Enfin, il faut pas non plus ignorer ces signaux parce que ce que ça veut dire, en général, quand ça arrive, c'est que tu tires trop fort. Donc il faut prendre la responsabilité du truc et dire ok les gars, si on prend les choses à la lettre, votre explication elle tient pas la route. En revanche, ce que j'entends derrière votre explication, c'est que ça vient en plus de ça et que là on est en train de vous punir sur un truc. Voilà, on a trop demandé. Tu vois, en général, tu reviens à ta matrice de priorité et dire ok bah on a dit qu'on allait faire un 2-3. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un 4-5 là qui traîne dans le truc où les équipes font des trucs qu'on avait dit qu'on n'allait pas faire? Et est-ce qu'on peut pas ramener du focus? Est-ce qu'on pousse pas la deadline sur 3 ou sur 2 parce qu'on a été trop ambitieux, tu vois? Il faut savoir donner de l'oxygène aux équipes. Et donc moi en général ce genre de situation, il faut faire attention parce que ça peut être un signal que tu tires trop sur la corde. Et honnêtement, en tant que CEO, et je le dis moi à mes équipes en général, opérations et les chiefs qui me reportent, comme beaucoup, j'ai tendance à tant que je gagne, je joue moi. Tu vois, si je te demande de faire un truc, tu le fais. Je te demande de faire un deuxième truc, tu le fais. Tu me demandes de faire un troisième truc, tu le fais. Voilà. Tu délivres. Si à un moment donné, tu me dis pas, hop, là, j'en peux plus. Je bosse jour et nuit, je dors pas, etc. Et donc moi, en général, je dis aux équipes, je dis moi, tant que je gagne, je joue. Donc il y a un moment donné, si toi, tu arrives à une limite qui est pas acceptable, il faut que tu aies le courage de me le dire et que tu saches que je vais t'entendre et que c'est une discussion qu'on va avoir. Et donc on va se reposer, on va poser les choses, on va définir les priorités et on va revenir à ce qu'on se disait au tout début, qui est, on va dire ce que tu vas pas faire. On va dire ça t'arrête. En revanche, ça et ça, tu peux pas arrêter, c'est trop important. Mais on est d'accord que tu vas pas délivrer ça et ça sur lequel je t'attendais, ou tu m'avais dit que, ou on s'était mis d'accord que. T'as raison, il y a trop de trucs, donc on en enlève, et on est tous les deux très clairs que les choses sur lesquelles tu travailles sont les choses les plus importantes. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté hyper challenging à instaurer ce climat de confiance qui permet aux gens de venir et te dire écoute, là c'est tight, ça va pas passer? Écoute, la seule manière de le faire, c'est d'être explicite sur le fait que tu veux que les gens te le disent. Si tu le dis pas, si tu es en position de pouvoir, et que tu as une certaine autorité dans une entreprise, et que tu demandes aux gens plus, sans jamais leur dire attention. Moi, si tu veux, honnêtement, ce que j'ai appris dans le temps, parce qu'avant, je le faisais pas, je le disais pas, je rajoutais. Puis tu perds des gens, il y a des gens qui cassent, tu vois, des gens qui disent on n'en peut plus de ton truc. Donc, tu as deux solutions. Soit tu dis il faut que je comprenne, la limite des uns et des autres elle est différente. Tu as des gens qui sont capables d'en prendre plus que d'autres. Des moments dans leur vie. Ils arrivent à définir où se situe la ligne pour un individu qui connaît. Voilà, ta ligne elle fluctue. Tu as une réalité à la maison, tu as des enfants qui dorment, des enfants qui dorment pas, tu es fait larguer par ta copine. Enfin tu vois, la ligne elle est pas tout le temps au même endroit. Donc soit tu essayes d'anticiper la ligne à la place des gens et toi de jauger la charge que tu leur donnes, soit tu dis aux gens voilà comment je fonctionne donc j'ai besoin que toi tu me donnes la limite. Après si les gens, dès que tu demandes un truc ils disent voilà, t'es à la limite, bon bah il y a un problème, mais c'est très rare. Ça arrive jamais, enfin ça m'est rarement arrivé. Et en général, les gens prennent plutôt plus que ce qu'ils devraient. Mais si tu leur as dit explicitement, écoute, moi je sais que je vais pousser, c'est ma nature, et puis c'est la nature de l'environnement dans lequel on opère. On est une start-up, on a trop de trucs à faire, et on veut en faire plutôt plus que moins, donc on tire un peu sur tout le monde. Donc j'ai besoin, quand c'est trop dur, quand il y a trop de choses en dehors du boulot, ailleurs qui interagissent dans ta vie, qui font que t'as pas la même disponibilité, t'as pas la même énergie, t'as pas le même focus, etc. Il faut que tu me le dises, parce que je peux pas le deviner en fait. Tu peux pas deviner ce qui se passe dans la tête des gens. Et c'est une erreur d'essayer de deviner ce qui se passe dans la tête des gens. Enfin, tu peux essayer de comprendre et d'anticiper. Ça conduit souvent à plus d'incompréhension qu'autre chose. Tu peux faire des grosses erreurs. Donc c'est pas simple, parce que même quand tu dis aux gens il faut que tu me le dises, t'en as certains pour qui c'est plus dur que d'autres. Mais en revanche, si tu le dis aux gens et que quand ils viennent te voir, tu leur montres que tu les écoutes, tu crées un climat de confiance, comme tu le décrivais, et ça devient un dialogue un peu plus interactif. Parfois, t'as d'autres gens dans les équipes qui viennent te voir et qui disent tu sais machin, il t'a pas dit, mais il est au bout du bout. Donc tu crées aussi dans ce climat de confiance, même si la personne elle n'ose pas, une forme de trust où d'autres gens viennent te dire là tu vas trop loin avec machin, ou il y en a trop, ou t'es pas au courant mais il y a des trucs qui se passent dans sa vie, je vais pas te dire ce que c'est parce que c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas sache que cette personne est à la limite, et donc toi tu prends cette information. Et je pense que c'est imparfait, mais que c'est à peu près la meilleure manière de le faire pour créer ce climat de confiance. Et moi en général je le fais un peu sur le ton de la rigolade en disant ce que je te disais, tant que je gagne je joue. Et en général les gens ça les fait marrer, mais je dis ouais mais c'est pas marrant en fait, parce que ça peut pousser les gens un peu trop loin, et donc il est important que quand tu sens que je suis en train de te rajouter un truc au-dessus d'une pile qui est déjà très 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 élevée, au lieu de garder ta frustration pour toi et d'aller aller à la machine à café avec tes copains, tu me dis écoute Olivier, là franchement t'es sûr que c'est pour demain ce truc là, parce que et finalement si ça c'est pour demain, qu'est-ce que je peux enlever? Sache que moi je suis toujours prêt à entendre cette conversation, je suis toujours prêt à l'avoir. Et voilà, c'est pas parfait. Hein. Non, mais c'est... En tout cas, ça permet d'arriver à un espèce de compromis sain. De toute façon, t'es dans le compromis permanent, tout le monde se
on est dans un environnement où tout le monde pousse les limites, c'est l'objectif. Bien sûr. Tu es obligé t'assumes que tu vas pousser tes limites et les limites des autres. En revanche, si tu les pousses à la casse, ça peut être plus néfaste qu'autre chose, puisque la personne s'en va, il faut que tu recrutes une nouvelle personne, ça te prend 3 mois pour la trouver. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle va monter en compétence aussi vite? Donc si tu as des gens compétents... Puis on a maintenant en plus vaut mieux de la savoir. data sur ces sujets-là, qui health, est l'impact de mental health, qui est le coût d'un recrutement, le coût de la montée en compétence de quelqu'un. Enfin bref, on commence à avoir pas mal de data qui nous nourrissent là-dessus. Après, moi, tu vois, c'est une leçon. Pour moi, c'est la maturité d'un leader. Moi, je me suis rendu compte que j'ai brûlé des gens à des moments dans ma carrière en les poussant trop fort. Parce que j'avais mes référents à moi de ce que je pensais qu'ils pouvaient faire et que j'ai pas su entendre le fait que ces référents étaient pas les bons pour eux ou pas les bons à un instant donné parce qu'il y avait une réalité différente. Et j'ai perdu des gens et je m'en suis voulu. Et puis, quand les gens ont démissionné, après, ils te disent ces choses-là et tu te dis, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu faire quelque chose. Ça, c'est la discussion la plus frustrante de quelqu'un qui dit je m'en vais et qui te dit mais pourquoi, et qui te dit bah voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, et où tu dis mais moi je savais pas, et si j'avais su j'aurais trouvé d'autres solutions. Ah oui mais c'est trop tard, j'ai trouvé quelque chose d'autre et puis voilà, la relation est cassée, etc. Et donc voilà, moi mon hack à moi ça a été de dire ok, à partir de maintenant On annonce la couleur. J'annonce le fait que moi j'ai ce défaut, voilà, que j'ai cette tendance et que j'en suis pas particulièrement fier, et que donc j'ai besoin de recevoir des signaux pour pouvoir ajuster de mon côté, donc c'est à moi d'ajuster, et que j'invite le feedback et le signal. Et donc je pense que c'est mieux qu'avant. Ça montre surtout une volonté de pas cramer les gens, et je pense que ce message-là il est hyper important, parce que comme ce qu'on se disait, t'arrives au bout, tu les crames, déjà tu sais ce que tu perds, tu sais pas toujours ce que tu retrouves derrière. Et le temps que ça te prend à faire monter une personne sur des sujets, a fortiori, si on revient sur les trucs un peu plus sujets ops, etc., qui sont des sujets où t'as besoin aussi d'absorber. Tu le sais à la minute où la personne démissionne, tu vois, la personne vient te voir, elle te dit je m'en vais, soit dans ta tête tu te dis bon ok, c'est embêtant mais c'est pas une super mauvaise nouvelle parce que bah voilà, tu valorises pas forcément l'input de cette personne, tu penses pas que c'était forcément la personne la plus talentueuse dans ce domaine-là, soit quand elle te le dit tu te dis merde, là vraiment je me suis mis dans la mouise. Je viens d'en prendre pour 12 mois de galère. Et là, quand rétrospectivement la personne te dit bah voilà, il s'est passé ça, ça et ça, j'ai pas su voir ces signaux-là, j'ai pas su les entendre, il a pas su me les partager, j'aurais fait les choses autrement, t'essayes de rattraper le truc, parfois tu y arrives, parfois tu y arrives pas, tu te mets dans une situation un peu extrême. Tu le sais à la minute où la personne te dit moi je m'en vais, et où tu te dis galère, parce que un institutional knowledge, parce que c'est quelqu'un que tu voyais grandir dans l'entreprise, parce que c'est quelqu'un qui t'avait confiance, parce que c'est quelqu'un qui t'apportait de la valeur au quotidien, et t'as tiré trop fort. Et là, tu touches à un sujet de leadership qui n'est pas complètement dans le scope originel de ce qu'on discute, mais qui, je pense, est absolument capital. Faire grandir quelqu'un, c'est quelqu'un que tu voyais grandir dans la structure, avec l'équipe, etc. Comment est-ce que tu fais grandir quelqu'un ? Comment est-ce que tu l'identifies parce que, pour plein de raisons, parce que il ou elle sort du lot, performe mieux, est plus commit, a plus d'ambition, etc., etc. Et du coup, est-ce que tu as un espèce de framework Ça dépend de la phase de l'entreprise dans laquelle tu es. Alors, il y a des méthodes, mais surtout, il y a des moments différents dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu es au moment d'une start-up où tu doubles de taille tous les 2 mois, ton problème, c'est pas de faire grandir les gens, c'est que les gens grandissent aussi vite que l'entreprise. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de faire des paris. C'est-à-dire que tu es obligé de donner à des gens des boulots qu'ils n'ont jamais fait et pour lesquels ils sont pas préparés. Donc tu les mets en situation de stress et de poule un peu. Et puis là, la sélection naturelle se fait. Tu as des gens qui prennent le challenge et puis qui explosent, tu vois, qui deviennent vraiment et qui le font de manière assez magique. Et puis tu as des gens qui prennent le mur. Donc là, tu as une espèce de sélection naturelle. Et à ce moment-là, pour être honnête, de mon point de vue, j'ai pas de framework pour préparer les gens parce que tout va trop vite et tu es obligé de faire des paris. Et puis après, il y a un moment donné où tu arrives à une certaine taille et où là, tu as 2 choses qui viennent en conflit, qui est tu te dis, il faut que je commence à professionnaliser mon équipe. Donc tu n'es plus que sur une logique de faire grandir les gens dans leur prochain rôle. Tu dis là, on grandit trop vite et même cette personne qui a énormément, tu vois, pour laquelle le plafond est très élevé, il faut que je lui laisse plus de temps dans ce job-là, le job d'après, et donc il va falloir que je fasse venir quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc tu commences à dire, il faut que je fasse venir des gens qui l'ont déjà fait. Et là, il faut expliquer aux gens que ça va leur faire du bien.
Donc la première réaction c'est bah non, moi je le veux le job, parce que jusque là tu m'as donné un challenge, je l'ai pris, tu m'as donné un deuxième challenge, je l'ai pris, tu m'as donné un troisième challenge, je l'ai pris, je t'ai prouvé que j'étais capable de, et pas du tout illégitime, et là tu es en train de me dire que pour le prochain, non. Et là il faut que tu arrives à leur faire comprendre que c'est pour leur bien, et il faut surtout que tu te trompes pas sur la personne qui va embaucher au-dessus d'eux, pour que quand cette personne arrive, tout de suite ils comprennent la valeur, ils voient l'expérience, la valeur de l'expérience, etc. Ces embauches sont très clés pour que tu perdes pas tes éléments à haut potentiel et pour qu'ils se disent je vais rester parce que en fait je veux travailler pour cette personne, parce qu'elle a énormément de choses à m'apprendre et qu'un jour je ferai son boulot mais je serai équipé pour le faire le moment venu. Et puis pour moi c'est un portefeuille, c'est un peu comme quand t'achètes des actions, des SICAV et de l'immobilier. Pour certains jobs tu vas dire je fais venir un professionnel et pour d'autres tu vas faire le pari de l'interne. À mon avis, il faut toujours balancer un peu des deux, avoir du pari interne et du nouveau, du sang nouveau qui arrive dans l'entreprise. Et donc après, quand l'entreprise grossit, là ça devient plus compliqué parce qu'en fait, il y a plus de gens que d'opportunités. Tu vois, tes équipes, quand tu as 700 personnes dans une boîte, tout le monde ne peut pas être manager. Et pour être honnête, tout le monde ne veut pas être manager, mais tout le monde pense qu'on veut qu'il soit manager, qu'il faut qu'il le devienne. Et donc là, il faut trouver d'autres manières de faire grandir les gens. C'est pas simple. Chez LinkedIn et chez Sendinblue, chez Brevo, on s'est posé beaucoup de questions sur avoir deux tracks de croissance. Un track managérial et un track expertise. Et c'est comment tu arrives à structurer ces tracks pour que des gens qui sont des experts absolus dans leur domaine aient un plan de carrière et un moyen de mieux gagner leur vie en ne devenant pas manager. Non, expert. Traditionnellement, tu avais ce truc hyper pyramidal qui est hérité des années 60 et où en gros celui qui gère des gens... C'est très dur à exécuter. Mais en revanche, si tu es capable de dire à un gars, écoute, tu as deux manières de doubler ton salaire, enfin de gagner de temps. Soit tu prends le track manager et tu vas avoir une équipe de 3-4 personnes, soit tu deviens un expert sur ce sujet-là, et on va te payer la même chose que si tu étais manager. Et on va te valoriser de la même manière. Et c'est la partie la plus dure, la valorisation en fait. Parce que souvent, on valorise les leaders, surtout dans le monde des startups. Les gens qui ont une présence, qui sont capables de gérer des gens, etc., sont souvent survalorisés par rapport à des gens qui ont une vraie expertise. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que l'opportunité, elle est dans vraiment, de manière très consciente et très intentionnelle, de se dire comment je valorise l'expertise dans mon entreprise pour que des gens qui n'ont pas envie de devenir manager se sentent à l'aise de faire le choix du track expertise et sachent que ça n'aura pas d'impact sur leur capacité à mieux gagner leur vie et à être reconnus dans l'entreprise. Mais il faut se creuser la tête pour réussir à créer, à mon avis, ces deux tracks pour qu'il y ait deux manières de grandir dans l'entreprise. Et en fait, là, tu dissocies, je pense que c'est clé d'ailleurs dans ce process, tu dissocies un peu la notion de leader de la notion de manager, où leader c'est quelque chose que tu incarnes, et tu peux être un manager leader, tout comme tu peux être un expert leader. Tu dois pouvoir, c'est plus compliqué. Et comme je te le disais, surtout dans la période où la boîte elle double tous les 6 mois, tu as besoin d'experts et tu as besoin de managers. Mais souvent, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai grandi, très tôt je me suis dit si je veux grandir, il faut que je sois manager. Alors il se trouve que moi j'aimais bien faire ça et que j'aime bien les gens et que j'aime bien bosser avec des gens et que ça me convenait, tu vois, et que ça fonctionnait bien pour moi, donc que ce track était un track qui me convenait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et t'as des gens qui disent qu'ils veulent être manager parce qu'ils pensent que c'est ce que leur boss veut entendre. Ouais, puis parce qu'ils pensent que c'est ce que la société attend d'eux aussi. C'est ce que la société attend d'eux, c'est ce qui va faire plaisir à leurs parents, c'est ce qui va les valoriser au dîner en ville. Et donc ça, il y a un logiciel de fond. Tu vois, j'apporte un peu une réflexion qu'on a eue dans 2 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où vraiment on avait cette envie de valoriser l'expertise. Mais honnêtement, on a galéré pour le faire. C'est pas simple. Et t'as des petits trucs très concrets, actionnables, sur lesquels tu te dis ça a été des éléments qui nous ont permis de véritablement valoriser l'expertise et donner la place qu'ils méritent aux experts à l'intérieur de la boîte. Le plus simple, c'est ce dont on a parlé sur les grilles de salaire. C'est de montrer que tu peux atteindre les mêmes niveaux en passant par cette route, en prenant le chemin de droite ou en prenant le chemin de gauche. Donc ça, si tu veux, le salaire, quelque part, c'est une traduction de la valorisation de l'entreprise, du travail que tu produis. C'est l'espèce de valeur d'arbitrage final. C'est un blunt instrument, hein, mais quand même, tu vois, c'est une vraie, et c'est concret, et les gens ont besoin de gagner leur vie. Et si tu leur donnes un chemin plus court à gagner plus, ils vont essayer de prendre ce chemin plus court de manière assez naturelle. Si tu leur montres que y a une alternative, si intrinsèquement ce dont ils ont envie c'est plus l'expertise que de manager les gens. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit écoute, moi j'ai pas envie de manager les gens, ça m'intéresse pas, ça m'énergise pas, au contraire ça me consume, ça me prend de l'énergie, mais comment je grandis dans l'entreprise?
Tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à grandir? Parce qu'en revanche, je veux pas manager les gens, mais je veux grandir. Je suis pas en train de te dire, je veux rester à faire mon job toute ma vie, à être payé ce que je suis payé toute ma vie. Je veux participer à la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est le truc le plus concret. Et après, c'est d'avoir, de définir ces tracks en fait. Et donc c'est des tracks qui sont skills-based, tu vois, de dire quels sont les skills pour devenir un expert en ça, quelles sont les formations, quels sont les skills, qu'est-ce qu'on va attendre de moi. Au même titre qu'on te dit, être un manager, être un leader chez nous, c'est ça. Tu vois, on t'explique, on te traduit le leadership chez nous, c'est comme ça qu'il se traduit. C'est cette notion de career path, tu vas te dire, il fait chemin de carrière A, chemin de carrière B, les étapes nécessaires, le temps nécessaire, l'acquisition des skills, la validation de ces skills. Et alors le problème, c'est quand tu arrives ça, que tu sois sur le track 1 ou le track 2, c'est pas parce que tu valides les skills que tu vas avoir le job, parce que le job, tu ne l'auras que s'il y a un besoin pour ce job dans l'entreprise. Mais en tout cas, tu es prêt. Et le jour où le job se présente, ton manager va dire, machin, là, il est prêt. Il est prêt, il peut. On a besoin d'un énième expert sur le sujet délivrabilité ou sur le sujet process. Il est prêt. C'est bon, on y va. Et donc on y va. Et on va le voir, tu vois, t'as bossé, machin, ça a pris du temps, mais maintenant le job il est là, il est pour toi. Et ça c'est plutôt satisfaisant pour tout le monde, tu vois, tu crées de la valeur des deux côtés de l'équation. Puis t'arrives sur un truc où, in fine, t'évites aussi, je pense, un des grands écueils dont on parle peu dans les boîtes, qui sont les managers qui sont managers par défaut, parce qu'ils étaient des super performeurs individuels et ils avaient vocation à devenir des experts, mais par absence de track expert, ils deviennent managers parce que c'est la seule façon d'évoluer et qu'à un moment, il y a cette espèce d'incompréhension entre eux et la structure et les envies de chacun, etc. En fait, ce que tu décris, pour moi, c'est la transition la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie professionnelle. Pourtant, j'ai eu des jobs quand même un peu compliqués. Ça a été celle de contributeur individuel à manager. Et ça s'est fait à quel moment? Ça s'est fait assez tôt dans ma carrière, quand j'étais chez Cortal. Pourquoi? Parce que j'ai fait la même erreur que tout le monde, pas tout le monde et que beaucoup de gens, qui est ce que tu as décrit, qui est de dire voilà, le proxy par lequel tu donnes à quelqu'un la responsabilité de devenir un manager, c'est que cette personne en général a été très bonne à faire le job des personnes qui vont manager demain. C'est pas idéal, mais ça vaut ce que ça vaut, tu vois, ça a quand même, il y a un aspect, je valorise le fait que tu aies créé plus de valeur pour l'entreprise. La réaction naturelle de ce nouveau manager, si tu le traînes pas et tu lui expliques pas très tôt les choses, c'est de dire, écoute, c'est pas compliqué. Si j'ai une équipe de 5 mois, on va cartonner. On est les rois du pétrole. Et puis le mec, on lui donne une équipe, et évidemment, il n'a pas une équipe de 5 mois, parce que ça n'existe pas, on est tous différents. Il y a plusieurs chemins pour arriver à des résultats. Alors, il y a des fondamentaux qui sont quand même utiles et qui peuvent être partagés, mais les personnalités des uns et des autres. Et donc, le moment où tu comprends ça, le moment où tu comprends que cloner les gens, ça peut marcher un peu au début. C'est-à-dire que si tu as une équipe de sales, tu dis, voilà, moi, ma méthode, c'est ça, mon pipeline, je gère comme ça, nanana. Ça va. Mais si tout d'un coup tu as une équipe de sales, de marketeurs, tu as des comptables, ça marche pas parce que tu peux pas être meilleur. Quand tu es CEO ou COO d'une boîte et que tu as 200-300 personnes qui te reportent, si ton idée, ton leadership, c'est d'être un meilleur expert que tous les experts qui travaillent pour toi, t'es bien dans la merde. D'être un meilleur comptable que les comptables, d'être un meilleur financial planner que les financial planners, d'être un meilleur vendeur que ton meilleur vendeur, d'être un meilleur marketeur que ton meilleur marketeur, ça veut dire que tu mets la barre très très bas sur les gens que tu embauches et que donc tu amènes pas le talent que tu devrais amener dans l'entreprise. Tu as une fausse idée de tes compétences et de tes capacités. Ou que tu surestimes tes capacités. Mais dans tous les cas, tu te consumes et tu n'y arrives pas. Et donc, le plus tôt tu comprends qu'il y a plusieurs chemins pour arriver d'un point A à un point B et que tu es là pour aider les gens à y arriver à leur manière à eux, et puis parfois leur dire que voilà, c'est pas le bon casting, ils sont pas dans le bon job, il faut qu'ils aillent faire autre chose. Mais en revanche, que la réponse n'est pas forcément de le faire comme moi je l'ai fait. Et donc là, c'est pas tellement le sujet de c'est un manager qui aurait pas dû devenir un manager, c'est juste un manager qui aurait dû devenir un manager, mais qui fait l'erreur classique que la plupart des managers font, et que moi j'ai faite, et que d'autres ont fait, qui est de dire c'est pas compliqué. Quand on sonnait la cloche, il y avait mon nom en haut, donc je sais faire, donc écoute, te prends pas la tête, voilà ma méthode, tu le fais comme je le fais. Et ça, quand tu continues à grandir et que la complexité de tes équipes s'accroît, tu vas dans le mur. Ouais, puis autant ça peut donner l'impression de fonctionner à toute petite échelle, et à court terme, ça scale pas. Ça scale pas. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Écoute, hyper cool. On avance un petit peu dans les sujets très très ops pour le coup là. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs topics, que ça soit chez Sendinblue, chez LinkedIn,
ou auparavant, sur lesquels tu as eu des vrais succès où tu te dis ah putain ça c'était vraiment best in class au moment où on l'a fait par rapport à ce qui existait ailleurs. Il y a un moment donné chez LinkedIn où on a grossi très très vite et on a construit nos équipes go-to-market très très vite. On a embauché énormément de vendeurs, on a créé des quotas, on avait une machine marketing qui était efficace et on a commencé à faire de l'acquisition client et on avait une croissance de notre top line qui était incroyable. Et puis au bout d'un cycle d'un an, tu es dans une logique de SaaS, de renewal, on s'est aperçu que notre panier était percé, qu'on perdait 20% de nos clients. Et là tu dis wow, là si à chaque fois que je fais l'acquisition d'un client, je le fais venir, au bout de 12 mois, il renouvelle pas, il s'en va sur un X%, qu'il y en a certains qui renouvellent plus petit, etc. Il y a beaucoup de déperditions sur la ligne et donc il y a un truc qui fonctionne pas. Et donc on a commencé à passer énormément de temps pour essayer de comprendre le churn, en se disant mais pourquoi est-ce qu'il churn? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le customer success? Est-ce que c'est le customer care? Quand est-ce qu'on les perd finalement dans ce process? Et on a trouvé des choses qu'on a, tu vois, un peu amélioré. On a changé les ratios Customer Care, Customer Success, on a changé l'onboarding des clients, on leur a apporté plus de support plus tôt pour qu'ils aient une meilleure utilisation du produit. Mais on s'est aperçu que bon oui, le churn baissait mais à la marge. On perdait plus 20%, on perdait 18%, mais bon, c'était toujours énorme. Et en fait, la grosse leçon que moi j'ai appris et qui vit toujours avec moi, qu'évidemment il faut optimiser ton churn, surtout dans le monde de ça, c'est extrêmement important. Mais la meilleure manière d'optimiser ton churn, c'est d'optimiser ton acquisition. Et que finalement l'erreur principale qu'on avait faite à ce moment-là, c'était de faire de l'acquisition left, right and center, de survendre des produits à des gens, à des entreprises qui n'avaient pas forcément la maturité, le besoin, et on n'avait pas suffisamment qualifié les clients auxquels on vendait. Et donc l'exemple que je te donne, il répond à deux questions. D'abord, c'est un échec. C'est ça, comment on s'est planté et ensuite c'est un succès parce qu'on a commencé à faire un vrai travail de sales operations, donc on revient sur la thème operation, pour se dire qui est notre sweet spot customer, quelle taille il fait, quel besoin est là, quel problème il a essayé de résoudre, quelle est la taille de ce marché, de ses clients, est-ce que ça va me permettre d'atteindre les chiffres que je veux atteindre et comment je les trouve. Si tu arrives à faire ça, tout d'un coup ça te churn beaucoup moins parce que tu as vendu au client qui a la bonne taille, qui a le bon problème, le problème que ton logiciel résout de manière efficace aujourd'hui, peut-être d'autres problèmes qu'il résoudra demain au travers de ta roadmap, mais en tout cas tu as couvert 70-80% du besoin, tu vois, t'as jamais 100% du cahier des charges, mais en tout cas suffisamment pour que au terme du truc tu puisses lui dire voilà, l'impact de notre partenariat sur ton business il est de temps, on avait dit qu'il serait temps, on est dans les clous et donc t'as pas de raison de t'en aller, t'as pas besoin de churner et on fait mieux que le voisin. La base d'un SaaS, c'est l'histoire de l'ours et de chasseurs. Il dit j'ai pas besoin de courir plus vite que l'ours, j'ai besoin de courir plus vite que toi. Tu vois. Et c'est la même chose. Il faut être meilleur que la barre en mode starter de ton logiciel. C'est que si les autres créent 10% de valeur, toi t'en crées 12 ou 15 et donc idéalement t'en créerais 80 mais si t'en crées 12 et que les autres en créent 10, t'as ton edge. Voilà. Et donc quels sont les clients avec lesquels tu vas créer le métrique, la valeur, le problème que tu vas résoudre et existentiel et important pour eux et va permettre de les garder. Comment est-ce que tu annonces? Parce que là du coup si on reformule le truc, problème classique de quand tu trouves un product market fit, tu commences à accélérer, ça marche, ça rentre, et tu le disais tellement bien tout à l'heure, tant qu'on gagne on joue, on rajoute des gens, on rajoute du budget, on rajoute de tout, et t'arrives à un moment qui en plus personnellement je pense arrive à quasiment toutes les boîtes qui sont considérées comme des énormes succès de la tech aujourd'hui, et de dire je dois redéfinir un peu ma value propre et la personne à qui je la présente pour qu'ils soient alignés. Ouais. Parce que le cœur de ce qu'on se raconte là c'est ça. C'est la value propre alignée avec le client à qui elle est vendue, le plus aligné possible en tout cas. Là, parce que du churn t'en auras, t'as du churn incompressible. Tu vas te tromper, etc. mais tu vas optimiser. Alors, je reviens à quelque chose dont on a parlé au tout début, qui est donc en gros au début tu définis ta vision, ta mission, ce que tu veux réaliser, tu définis ton plan pour l'année, tu définis les projets qui sont associés pour te rapprocher de l'objectif de ces plans, et après tu définis les KPI et les métriques que tu vas utiliser pour mesurer le succès. Donc souvent c'est des KPI de top line. L'idéal c'est de réussir à trouver un KPI complémentaire qui soit plus sur du quality assurance, tu vois, de dire est-ce que je délivre sur ce que j'ai dit que j'allais délivrer et comment je le vois. Alors dans le SaaS c'est souvent lié à l'utilisation du produit, tu vois. Si tu as vendu 50 licences à un client et qu'il en utilise 3, pas très compliqué de se dire qu'au moment où la renewal va arriver, il va dire écoute j'en ai 47 de trop, en fait 3 je peux les acheter sur le self-service, ça va me coûter beaucoup moins cher, j'ai pas besoin d'avoir 3 mecs au customer success. Donc tu anticipes ton problème et tu te dis oula pourquoi il en utilise que 3, est-ce que c'est parce
qu'on a survendu? Est-ce que c'est parce qu'on a mal fait l'onboarding? Est-ce que c'est parce qu'ils mesurent pas les bons métriques? Enfin, tu vois, il y a des questions fondamentales à se poser. Le proxy qui peut aider, c'est de t'assurer que tu es toujours en compagnon de tes métriques top line, des métriques de quali. Et l'autre sujet, on a parlé du churn, etc. Donc après, une fois que tu as passé les 12 mois, tu vois, les gens ils rentrent janvier-février, donc la machine, il faut avoir le doigt dessus. Il faut dire, est-ce que mon churn il est acceptable, inacceptable? S'il est inacceptable, c'est que ton funnel d'acquisition est pas optimisé. Comment tu l'optimises? Est-ce que c'est ce qu'on attend de toi? Est-ce que ton VC il a envie que tu grossisses énormément en top line? Ou si tes investisseurs ils parlent que de top line et que toi tu leur parles de sustainable growth et de croissance tu vois, qui soit intelligente? Là aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est passé de la croissance à tout prix à beaucoup plus de rationalisme, de discussion sur la profitabilité, sur les EBITDA, sur la net retention, etc. Donc je pense qu'on est sorti un peu de la période un peu folle de croissance à tout prix, spray and pray, et puis un jour on fera de l'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, le besoin d'avoir ces deux métriques, il est d'autant plus vrai dans l'environnement d'investissement, de levée de fonds et de création de boîtes. Mais après, le growth hacking, ça fait partie de ce que... Enfin, tu vois, il y a des moments où il faut le faire. Il faut pousser les limites, il faut aller chercher un peu loin, il faut comprendre. Pour comprendre quel est ce sweet spot customer, il faut aussi avoir acquis des customers qui ne sont pas sweet spot, tu vois. T'essayes, tu te plantes, machin. Donc personne ne te reprochera de t'être trompé. En revanche, si tu répètes la même erreur pendant 3 ans, là ça devient un peu plus compliqué. Là ça devient fautif. Et t'as pas cette espèce d'énorme backfire au niveau des équipes, je pense équipe market, équipe sales notamment, le jour où tu t'arrives et que tu dis, bah les gars, on va lever le... Faut que tu alignes les quotas, faut que tu vois la taille de ton équipe, les quotas qui sont demandés, il faut que tout ça se soit en perspective. C'est-à-dire que si eux tu leur dis vous allez avoir 2 fois moins de leads mais on veut 2 fois plus de conversion, là forcément tu contredis intellectuellement. Donc encore une fois, il faut que les hypothèses sous-jacentes aux chiffres que tu vas atteindre, elles soient en cohérence avec le process de marketing, d'acquisition et de sales. Mais ça, c'est pas très compliqué. Tu vois, tu peux dire, bah, écoute, l'équipe elle est trop grande, il faut qu'elle soit plus petite. On s'est organisé par secteur, on n'aurait pas dû. Et il faut que tu, entre guillemets, right size ton équipe par rapport à l'opportunité que tu as identifiée. Et donc c'est un exercice, c'est-à-dire que c'est jamais parfait. Encore une fois, il faut que tu aies du churn dans ton business. Si tu n'as pas de churn dans ton business, c'est que tu n'as pas poussé assez loin et que tu as été trop safe dans ta manière de faire ton acquisition. Mais il faut que tu comprennes à l'instant, à la taille de l'entreprise, qu'est-ce que tu es prêt à accepter comme churn, qu'est-ce que tu as vendu à tes investisseurs, qu'est-ce que tu t'es vendu à toi-même et à ton équipe, et qui te semble être acceptable pour apprendre ce que tu as à apprendre et faire avancer les choses dans la bonne direction. Donc il n'y a pas de, tu vois, il y a pas 2% de churn, c'est le métrique absolu. Non, ça peut être plus ou moins selon le moment, mais en revanche ça doit évoluer dans le bon sens dans le temps et ça doit s'appuyer sur tu vois, l'équipe ops, une partie de son boulot, c'est d'optimiser les hypothèses au fur et à mesure du temps parce que tu as de plus en plus de data passée, d'expérience, tu es capable de voir ce qu'un super performeur est capable de faire par rapport à un medium performer, la distribution des performances de tes équipes, s'il y en a un qui arrive, pourquoi l'autre n'y arriverait pas, etc. Enfin, les secteurs dans lesquels tu as tendance à performer, le type de boîte avec lesquelles typiquement tu as énormément de stickiness, tout ça, ça s'apprend dans le temps. Donc tu n'as pas ces réponses au début, donc tu es obligé de te planter. Tu as le grand arbitre final qui, en tout cas maintenant, c'était un peu moins le cas les 10-12 dernières années, mais maintenant, quelle est l'EBITDA, quelle est la bottom line est-ce que mon business il est capable d'exister. Après, il ne faut pas pêcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y a des moments où dans une boîte où il faut optimiser sur la croissance et d'autres où il faut optimiser sur la profitabilité. Si ton business il peut croître à 40% en étant... alors après, si tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes, bah voilà, si tu dépenses plus que tu rentres, au bout d'un moment, si tu n'as pas un chemin à un moment donné où l'équation s'inverse et où tes revenus sont supérieurs à tes dépenses, bon bah tu vas aller dans le mur. Mais trop de restrictions trop tôt va aussi ralentir ta croissance. Donc il faut trouver ce bon réglage en fonction du moment. Et il faut surtout que dans le temps, tu aies une optimisation de tes coûts d'acquisition, une optimisation de ton cost to sell, to sales, et que tu vois le chemin de te dire ok, on va y arriver, j'en ai en phase d'investissement, mais l'investissement il est acceptable, il est raisonnable, et il nous permet de capturer une position de marché qu'on veut avoir. Oui. Typiquement, c'est Amazon, etc., qui a théorisé ce modèle, d'avoir des loss leaders pendant très longtemps. Il ne gagne toujours pas d'argent sur le e-commerce. Oui, et qui crée des SLA très élevés pour fermer la porte à tous les nouveaux entrants, etc. Donc ça a été théorisé sur une boîte exécuté brillamment. Ça lui a permis de faire du cloud. Enfin, il y a plein de choses qui en sont ressorties. Donc ça peut se faire, mais il faut que ce soit intentionnel. Et contrôlé.
Voilà. Et il faut qu'il y ait un plan derrière, ouais, c'est après le souci. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la réalité de la plupart des startups d'avoir cette balance. Faire attention à ce que ça aille pas. Le problème de pendulum, c'est que quand ça va trop fort d'un côté, ça tend à revenir trop fort de l'autre. Part un peu. Les fameuses réactions égales et opposées. C'est de la physique. Super cool. Quelques petites questions sur des sujets sur lesquels on pourrait probablement débattre longtemps, mais où ton retour d'XP il est, je pense, hyper intéressant. La première, ça serait le pricing des SaaS, Ouais. le fameux Enterprise, CTA, nous contacter, Ouais. ou alors parfois même l'absence complète de pricing sur le site d'un service software. Bah, il y a deux solutions. Soit finalement ton offre freemium, entre guillemets, elle n'est qu'un canal d'acquisition pour identifier des leads que tu vas upseller plus tard. Et donc ton play, c'est de faire du mid-market et de l'enterprise. Et tu fais du freemium, juste, c'est une tactique, tu vois, et ça devient une tactique marketing. Et franchement, il n'y a rien à dire, tu vois, ça peut être une manière de le faire. Soit, effectivement, tu es capable de développer un business self-service. Et en plus, tu veux grandir sur deux jambes et tu veux apporter plus de services à des clients qui ont des besoins complexes. Et auquel cas, tu as deux éléments de croissance. Un élément self-service avec des services qui sont pricés et qui sont donc du free et puis du premium sur lequel tu t'onboardes avec de la vélocité où tu fais de l'acquisition client en volume avec un CAC qui est relativement bas, un self-onboarding et puis un client qui va se débrouiller tout seul. Et Sendinblue Brevo a un très bon exemple de ça. C'est vraiment quelque chose que l'entreprise a craqué et est capable de faire à échelle, tu vois, avec 400 000 utilisateurs sur la plateforme, plus de 150 000 clients payants, etc. Et puis, en parallèle, l'entreprise est capable aussi de servir des clients plus gros. Évidemment, ces clients plus gros, ils ont besoin d'un onboarding différent, d'un accompagnement différent. Et là, je trouve ça plutôt sain parce que ça veut dire que tu grandis sur deux jambes et avec deux go-to-market qui sont très différenciés, deux marketing qui sont très différenciés, parce que tes canaux d'acquisition, il y a des petits overlaps, mais ils sont quand même assez différents et les attentes de tes clients sont assez différentes. Ça, je trouve ça plutôt sain. Le premier exemple où le freemium n'est qu'un channel d'acquisition et pas non plus si mauvais que ça, si tant est que tu sois véritablement capable de convertir et que ton premium attire le bon profil de client, etc. Est-ce que c'est le bon moyen de créer le pipeline ou est-ce que c'est pas le bon? Ça dépend vraiment d'un produit à l'autre. Je pense que pour certains produits ça marche pas et pour d'autres ça marche plutôt bien. Donc c'est vraiment pas de recette miracle. Non, ça dépend de... Alors j'ai tendance à penser que la plupart des SaaS vont vers l'enterprise pour des raisons de survie, pour aligner leur cost of sales avec leurs revenus. Et donc ont tendance à sous-investir et sous-estimer la création d'un business en self-service efficace. Et historiquement, ceux qui ont su faire ça, typiquement à Google, qui est un très bon exemple, ont créé énormément de valeur à une vélocité incroyable. Donc moi je crois fondamentalement, si tu es capable de créer un produit self-service qui marche, qui crée de la valeur sur les clients on-board, qu'ils utilisent par eux-mêmes, etc., sur lequel donc il y a très peu d'interaction et où ton prix est aligné. Donc finalement, si tu me dis tu préfères avoir un business à 100 clients, à 5 millions ou à 500 000 clients, tu vois, à 10 ou à 100, les deux ont une valeur énorme, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Si tu sais faire l'un, tu as un certain savoir-faire. Si tu sais faire l'autre, si tu arrives à jouer sur les deux plans, c'est pas mal. Et c'est les exemples de Google, de Facebook, qui ont tous démarré sur des logiques de self-service. Et moi, ça, je l'ai bien vu chez LinkedIn. Nous, on a fait le chemin inverse. C'est-à-dire que chez Google et chez Facebook, ils ont démarré en self-service parce qu'ils s'appuyaient sur des volumes d'inventaire qui étaient énormissimes. Et donc, ils avaient énormément d'audience à vendre, donc ils pouvaient les vendre pas cher du tout, et donc finalement les coûts d'acquisition relatifs à la création, etc., de valeur étaient plutôt alignés. Et puis petit à petit, ils sont montés en gamme et ils ont commencé à aller chercher des Unilever, des L'Oréal, des P&G, etc., à qui ils ont vendu des campagnes pour des millions. Donc eux, ils ont démarré. Chez LinkedIn, parce qu'on avait une audience qui était quand même plus contrainte, même si tu vois, aujourd'hui, tu as 800 millions d'utilisateurs sur LinkedIn, mais c'est pas 3 milliards, 800 millions, et puis au début c'était 50, puis 100, puis 200, puis 300, et qu'on avait une audience plus qualifiée, plus quali, etc., on a démarré plutôt dans l'autre sens, en se disant, on va aller vendre du premium, et à un moment donné, on s'est dit, si on veut vraiment scaler, il faut qu'on sache faire du self-service. Et donc on l'a fait dans l'autre sens. Et ça a été un énorme succès. Le Business Marketing Solutions, c'est un business de plusieurs milliards aujourd'hui, 4 ou 5 milliards, enfin je suis plus au fait des chiffres, et qui s'est appuyé sur deux jambes, une jambe enterprise et une jambe mid-market et une jambe self-service. Avec des clients autonomes qui trouvent leur bonheur et qui sont capables de le faire. Et donc pour moi, les
deux modèles ont énormément de valeur. Et là c'est un bon exemple, selon la réalité de ton business, je suis pas sûr que LinkedIn aurait pu le faire autrement, et je suis pas sûr que Facebook ou Google auraient dû le faire autrement. Je pense qu'ils ont démarré là où il y avait le moins de résistance et où ils étaient capables de créer le plus de valeur le plus vite. Et puis après ils sont montés en gamme, et puis les autres, ils sont dirigés vers un autre type de client qui a énormément, et les deux ont énormément de valeur, parce que ce qui compte finalement au finish, c'est la marge que tu fais sur tes clients. Donc les deux modèles sont bons, il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Il y a un côté un peu à aller à la facilité, à aller assez rapidement à vendre à des grands comptes, parce que tout de suite c'est des gros deals, des 100 000 $, des machins, ça te file du confort. Est-ce que c'est pas un faux remède? Question qui se cache derrière la question de la personne à qui tu vends. C'est souvent aussi les raisons qui sous-tendent le pourquoi tu le fais. Ouais. Et est-ce que l'enterprise, c'est pas souvent un faux remède à des boîtes qui sont construites pour être des self-service? Ça peut l'être. Après, pour créer une boîte en self-service, il faut avoir une culture d'engineering qui soit très forte. En fait, pour moi, tout ce qui est product-led growth, ça s'appuie sur une DNA product and engineering qui est hyper costaud. Et toutes les boîtes ont pas ça. Et donc, si tu l'as, si tu dois faire le pivot, tu dois le faire pivot. Tu vois, si c'est une question de vie et de mort, il y a un moment donné. Mais si t'es committé à ta capacité à développer des produits qui vont grossir sur la base de la qualité du produit et pas sur la base d'un habillage marketing ou d'un habillage vente, il faut le faire. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment il faut aller le chercher. Et donc, est-ce qu'il y en a certains qui ont fait le pivot trop vite? Sans doute. Tu vois, j'ai pas de nom en tête. Est-ce qu'il y en a certains qui ont bien fait de faire ce pivot? Certainement aussi, parce qu'ils ont créé des succès magnifiques. Chaque boîte est différente, la value propre, le problème que tu résous, l'audience qui a ce problème. Si ton produit il est designé pour plein de very small and small business, il faut qu'il soit product-led en termes de croissance. Si ton produit il commande des montants plus élevés et que les gens sont prêts à payer $1 million pour ta solution, pourquoi tu le ferais pas? Puis tu regardes, Salesforce s'en porte très bien. Voilà, il y a énormément de boîtes ils ont jamais fait le chemin vers oui, ça. mais si tu demandes à Salesforce d'où ils viennent et quel était leur DNA, ils te disent on était pour les petites boîtes, etc. Ils ont fait un pivot conscient à un moment donné de se dire on a un modèle qui est plus viable en développant un software qui est plus complexe, qui résout des problèmes plus complexes pour des entreprises plus sophistiquées, et ça leur a plutôt très bien réussi. Donc, plutôt bien marché pour eux globalement. Donc il n'y a pas de martingale à mon avis. Je suis pas un expert dans ce domaine-là, mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la notion de à terme. En plus, l'immense majorité des boîtes finissent par faire les deux, de toute façon. En tout cas, les plus gros succès qu'on connaît, ça vaut le coup qu'ils essayent de faire les deux. C'est plus une question d'ordre, de priorité, de raisons qui sous-tendent aussi le pourquoi tu vas dans telle direction plutôt dans telle direction, et de culture de la boîte, et notamment de est-ce que tu as une équipe et une culture de boîte qui te permet d'assumer tes ambitions. La deuxième rapid fire, et si tu as un avis très tranché sur celle-là, c'est très cool parce que ça permet de le mettre en caption, c'est l'alignement marketing sales. Ouais, alors ça c'est à la fois un vrai problème et un faux problème. Finalement, je pense que la solution à ça, c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de data et de plus en plus de compréhension du funnel d'acquisition, de la conversion, de où la conversation fait, de la valeur ajoutée par les différentes. Donc je pense que c'est un peu un problème d'hier plus qu'un problème de demain. Je pense que l'alignement, les objectifs au finish sont les mêmes, et c'est souvent nourri par des mauvais métriques en fait. C'est comment tu incentives ton équipe marketing et comment tu incentives ton équipe sales. Si au finish il y a un alignement des incentives, en théorie ça doit se résoudre et ça doit se faire, et c'est vrai que c'est une patate chaude qui est assez connue de dire voilà, les sales disent qu'ils convertissent pas parce que le marketing leur a donné des leads pourris, et le marketing de dire on leur a envoyé des super leads mais les sales ils les rappellent pas. Je pense que le meilleur moyen d'aligner ça, c'est d'aligner les objectifs des deux équipes pour que le succès soit défini d'une manière commune. Et ce qui au passage permet aussi d'aligner le funnel de bout en bout. Exactement. Et donc je pense que avec le CRM au sens large, marketing et sales, qui devient quand même de plus en plus omniprésent, la capacité de voir par où les clients arrivent, comment tu les as acquis, combien tu les as payés, où est-ce qu'ils ont converti, où est-ce que tu les as upsellés, comment tu les as gardés, etc. Quelque part, ça va se résoudre, tu vois. Et ça se résout tout seul, et t'as un espèce de... Alors, tout seul, ce serait un peu présomptueux, mais c'est en tout
tout cas aspirer à un alignement des métriques et un alignement des équipes en amont sur les activités qu'on fait, pourquoi on les fait, comment on les fait, etc. Tu vois, pour qu'il n'y ait pas un peu ce côté... Parce que finalement la patate chaude elle existe parce que y a un ou les deux éléments de l'équation qui sont en échec et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de cet échec. Et c'est quand même plus pratique quand c'est les autres que quand c'est toi. Donc voilà. Alors que si le succès a une définition commune, je pense que tu as de moins en moins ce type de situation. Ouais, puis t'as ce côté... Plus facile à dire qu'à faire, mais faisable. La dernière question, c'est la data et les ops en HR. Ouais. Donc l'émergence de certaines disciplines qui n'existaient pas avant en HR et l'implémentation de funnels, de metrics, de mesures du succès, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as vu se passer? Est-ce que les HR, c'est un métier que tu as vu changer? Je pense que c'est ultra clé et que la première discipline à l'avoir matérialisé, c'est la discipline de talent acquisition. Parce que les HR, il y a plein de savoir-faire. Et le TA, ça a été véritablement cette capacité donc à dire, finalement, c'est une logique de sales. Tu vois, tu as un funnel, tu as tant de candidats, tu sors tant de candidats, les candidats restent, produisent, etc. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un impact monstrueux qui était apporté par le TA. Donc, tu as une première étape de ça qui est l'acquisition de nouveaux talents. Et puis, forcément, une fois que tu fais de l'acquisition de nouveaux talents, tu as une deuxième étape qui se pose qui est la rétention de ces talents et comment tu continues à investir sur ces talents. Et donc, il y a énormément de data disponible aujourd'hui dans tous les HR IS systems qui existent. Et si tu penses, ce qui est mon cas, que le talent dans tes équipes est ton premier avantage compétitif, c'est ce qui fait que tu vas gagner ou que tu vas perdre, plus que n'importe quoi. C'est pas compliqué, on parlait du gardien de but, mais si tu as le meilleur gardien de but, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur machin, et que tu arrives à les faire jouer ensemble, a priori, tu vas pas mal t'en sortir. Donc si tu as les meilleurs ingénieurs, les meilleurs sales people, les meilleurs product guys, les meilleurs PMM, les meilleurs marketeurs, tu vas botter le cul de tout le monde, tu vois. Et donc ta capacité à attirer des talents, donc tu as tous les sujets de talent brand qui à mon avis sont de plus en plus importants et qui aussi doivent s'appuyer sur la data, tu vois. Tu as les sujets d'acquisition de talent et les sujets de rétention de talent. Et tout ça, il n'y a qu'une seule manière effective de le mesurer, c'est avec de la data. C'est pas, ça peut pas être de l'alchimie, tu vois. Pendant longtemps, les RH vivaient dans l'alchimie. Aujourd'hui, les RH vivent dans la data et ont les moyens de le faire et donc deviennent une fonction plus support. À mon avis, les RH ne sont plus une fonction support ou ne devraient plus être une fonction support, mais deviennent une fonction de création de valeur pour l'entreprise au quotidien, par leur capacité à attirer les talents, à les retenir et à les développer. C'est une belle analyse et je pense une belle conclusion pour notre échange de ce soir. Effectivement, l'homme au cœur de la machine est le vrai moteur final de ce qu'on fait quand on fait du business. Merci beaucoup Olivier d'être venu passer la soirée avec nous. Hyper cool d'échanger. Peut-être si tu as un petit mot pour la fin. Bonne chance à vous. Je sais que vous voulez un peu changer l'image des opérations dans les entreprises, apporter justement ces fondations dont on a parlé à des sociétés à des moments où c'est compliqué pour eux de les acquérir, de faire cet investissement. Et je pense que c'est toujours pareil, quand tu construis une maison sur des fondations solides, tu as plus de chances que ça tienne. Cet arbitrage, il est complexe à faire pour les fondeurs de boîtes et je pense que leur apporter de l'aide assez tôt dans leur réflexion Ops et dans leur réflexion qui finalement est leur réflexion data, leur réflexion stratégique, les hypothèses sous-jacentes à la création de leur business est très sympa. Donc je suis pressé de voir ce que vous allez faire avec ça. Merci beaucoup.